Alors, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous à nouveau. Merci de nous rejoindre sur l'heure du déjeuner pour notre webinaire ChatGPT. Vous n'imaginez pas à quel point il peut vous aider. Moi, je suis Denis Poyera, chef de projet du groupe Eni. J'ai le plaisir d'organiser ce webinaire avec le groupe Eni, expert à la formation en informatique depuis plus de 40 ans. Donc, le groupe Eni, il se compose de 3 grandes entités. L'école informatique, Eni Édition et bien évidemment Eni Service Centre de formation. Alors aujourd'hui, pour évoquer cette thématique, je suis avec Daniel Ishbia. Daniel, bonjour. Bonjour Denis. Tu es journaliste et auteur, mais est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos internautes, s'il te plaît? En 2 mots, donc j'écris sur les hautes technologies depuis au moins 30 ans et j'ai eu plusieurs best-sellers dans le domaine. J'ai eu une biographie de Steve Jobs qui a été numéro 1 des ventes en août 2011. J'ai eu un livre qui a eu beaucoup de retentissement, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle La saga des jeux vidéo. On en est à la 6e édition, qui a été la première histoire des jeux vidéo. Récemment, un de mes gros succès, ça a été Bitcoin et crypto-monnaie. Voilà. C'est la meilleure vente du domaine. Et puis donc, là, nous venons de sortir ce livre. Qui es-tu, ChatGPT? Puisque tu écris sur l'intelligence artificielle depuis un petit moment, oui, également. Mon premier livre sur le domaine est sorti en 2004. C'était Robots, genèse d'un peuple artificiel. Voilà. Alors, comme Daniel l'a dit, le livre ChatGPT sort le 7 juin aux éditions Eni dans toutes les bonnes librairies, mais vous pouvez d'ores et déjà le précommander sur notre site. Florian, qui est avec nous en coulisses, vous mettra le lien dans le chat. Je rappelle également, si vous avez suivi nos réseaux sociaux, que l'une des très bonnes raisons de rester avec nous, c'est qu'à la fin de ce webinaire, nous offrirons un exemplaire dédicacé, Daniel, à l'un de nos spectateurs et on vous réserve également une autre petite surprise. Ensemble, nous allons donc évoquer ChatGPT, bien sûr. On va évoquer un peu l'histoire de l'intelligence artificielle rapidement. Oui. Et puis après, nous passerons aux différents moyens d'optimiser l'utilisation de cet outil, optimiser les prompts, les missions et tous les conseils que tu voudras bien dispenser à nos internautes. Tout au long de ce webinaire, vous pouvez bien sûr poser vos questions dans la fenêtre de chat. C'est encore Florian qui sera derrière pour veiller à vos interrogations. On y répondra en fin de webinaire et ne vous inquiétez pas si on n'a pas le temps de prendre toutes les questions. Vous pourrez également nous les adresser par mail. Alors Daniel, dans un premier temps, est-ce que tu peux revenir sur le phénomène ChatGPT et également un peu aussi sur l'avènement de l'intelligence artificielle? D'accord. Bon, comme vous le savez, à peu près tous les 10 ans, il y a une grosse révolution dans la technologie. Par exemple, en 1989, il y a eu Internet et le web. C'est peu dire que ça a changé nos vies. Je pense que qui d'entre nous pourrait revenir à comment c'était avant le web? Moi, je me souviens que dans les années 80, quand on devait aller acheter un billet d'avion, moi j'habite à Paris, on devait aller aux Champs-Élysées, faire la queue, et puis on avait une dame qui nous vendait des billets. Aujourd'hui, qui n'utilise pas les comparateurs de vente pour acheter un billet, et puis on va prendre un Paris-New York, au lieu de 2000 €, on va payer 400 €. Les réseaux sociaux, bon, pour la plupart d'entre nous, ça a commencé vers 2004 avec Facebook, mais en fait ça existait un peu avant, avec des outils comme Friendster ou MySpace. Pour les réseaux sociaux, c'est pareil, je veux dire, ça a changé. Pour moi, ça a vraiment changé la vie parce que pour des raisons un peu étranges, je peux vous raconter. Moi, entre autres, j'ai écrit une biographie du groupe Téléphone et je suis sur Facebook sur des groupes de fans de téléphone. Quand on a ressorti le livre en 2016, parce que le groupe, vous avez peut-être suivi quand il y a eu les insus, grâce à Facebook, on a fait des ventes rien qu'avec les fans de téléphone sur Facebook. Donc pour beaucoup d'entre nous, ça a changé beaucoup de choses. Les smartphones, je ne vous cache pas, je veux dire, de nos jours, c'est devenu... moi je sais que j'habite à Paris, mais aussi à la campagne. Une fois, j'avais oublié mon smartphone à la campagne, j'ai pris la voiture pour retourner le chercher, ça en est à ce point-là. On ne peut pas vivre sans. Mais je blague pas, moi une fois, j'avais pas mon smartphone, j'ai raté une interview télé à cause de ça. Parce que maintenant, le smartphone, c'est notre passeport. Enfin, à New York, c'est assez marrant, on peut prendre le smartphone et il ouvre, c'est devenu la clé de la chambre d'hôtel. Enfin, je vous passe pas tout ce qu'on peut faire avec. Voilà. Et maintenant, on a une nouvelle évolution, révolution, diront certains? Ben oui. Maintenant, la révolution, c'est l'intelligence artificielle. Moi, en tant que journaliste, on l'a vu arriver
un peu avant ChatGPT, avec des outils comme Midjourney, que vous connaissez peut-être, ou DAL.I2, c'est-à-dire ce qu'on appelle les text-to-image. Et moi aussi à l'époque, par exemple, je m'étais retrouvé avec un enregistrement pour une vidéo YouTube qui était inutilisable. Il y avait des bruits de fond, etc. Et déjà à l'époque, avec un outil de Adobe qui s'appelle AI Speech Enhancer, on a sauvé cet enregistrement. C'est-à-dire qu'il y avait des bruits de fond, etc. Il nous a fait un enregistrement de qualité studio. Donc un peu avant ChatGPT, on a vu la chose arriver. Mais simplement, oui c'est ça, depuis 2022, on a vu le nombre d'applications exploser. Mais pour toute révolution, tiens par exemple la text-to-image, cette image a été faite avec un outil qui s'appelle Adobe Firefly, de façon très très simple. Voilà. D'accord. Mais pour toute révolution, il faut une application phare. Quand le Mac a été lancé, ça a été Excel de Microsoft qui a fait exploser les ventes du Mac. Quand il y a eu la PlayStation, je ne sais pas si pour les moins jeunes d'entre vous, il y avait la bataille dans les années 90 entre la Nintendo, celle qui était carrée, enfin bon, peu importe, le cube. Oui, la GameCube. La GameCube, et puis la PlayStation, et puis ça a été une application phare qui s'appelle Final Fantasy VII qui a fait exploser les ventes de la PlayStation. Donc, pour toute révolution, il faut une application vedette. Et là, ça a été ChatGPT. Tout le monde a découvert du jour au lendemain, et puis il y a eu un avant et un après. Pourquoi? Parce qu'on a découvert une application, c'est très facile de lui parler parce qu'elle parle notre langage. Je dis bonjour ChatGPT, comment ça va aujourd'hui, etc. Et puis, il va pouvoir répondre à des questions très pointues dans les domaines les plus divers. Il peut nous résumer un long article. Vous avez un gros article le matin, mais vous n'avez pas le temps de le lire parce que vous avez une réunion dans 5 minutes. Il va vous résumer et vous pourrez savoir de quoi ça parle. Il peut vous écrire une lettre de motivation, toutes ces choses vraiment fastidieuses. Il peut faire des propositions de repas équilibrés. Et on va voir aussi d'autres exemples un peu plus loin assez marrants. Il peut détecter les anomalies d'un programme informatique qui ne fonctionne pas comme prévu. Moi, j'ai vécu la chose, je peux vous raconter, que le magazine pour lequel je bosse m'avait commandé comment écrire un Tetris en Python. Et puis d'un seul coup, le programme bug. Mais vraiment, j'appelle des experts, et puis c'était un dimanche, j'étais un peu embêté de les déranger, enfin, il fallait que je remette ça le lundi. J'appelle des experts, personne ne trouve la solution, et finalement, de guerre lasse, j'ai donné le code à ChatGPT, qui m'a dit « Ah ouais, ça c'est un Tetris ». Il m'a trouvé le bout de code qui ne marchait pas, il m'a dit « Là, le bug, il est là, voilà ce qu'il faut écrire à la place ». Comme j'utilisais, vous connaissez peut-être Google Colab pour le tester, il m'a fait « Ah ben ça ne marchera pas si tu n'utilises pas tel accessoire ». Donc il m'a donné le code, je lui ai dit « Attends, j'ai testé, ça ne marche pas. Ah oui, il faut que tu rajoutes ceci ». Et ChatGPT m'a résolu c'était quand même un programme qui avait des, je sais pas, 180 lignes à peu près. M'a résolu mon problème d'écrire un Tetris en Python. J'étais tellement bluffé que ce jour-là, j'en ai fait un tweet. J'ai dit, mais où va-t-on? C'est ChatGPT qui m'a résolu mon problème d'informatique. Alors du coup, ChatGPT, il remplace tout un tas de personnes ou comment tu le décrirais d'un point de vue expertise Ben, je ne vais pas vous mettre la panique. ChatGPT va remplacer beaucoup de travaux, comment parler de pas de travaux un peu répétitifs. Je veux dire, ce qui est écrire une police d'assurance, des choses comme ça. Toutes ces choses qui ne demandent pas de la créativité, qui sont extrêmement codifiées. Maintenant, ça ne va pas remplacer un bon programmeur ou un bon journaliste, pour l'instant. Non, je ne pense pas que ça pourra remplacer. Un bon journaliste qui fait des enquêtes, ça ne pourra pas le remplacer. Un bon programmeur. Le code que produit ChatGPT, je pense que si vous n'êtes pas programmeur, vous ne saurez pas quoi en faire. Pourtant, on en parlait hier, parce que pour nos amis nantais, ceux que nous suivent sur les réseaux sociaux, tu étais d'ailleurs hier au Web Today, qui est le grand salon du numérique où le groupe ENI proposait une conférence sur le sujet. On en parlait hier, et si je reprends ton ancien métier, dans le journalisme, on voit que dans le traitement des dépêches, par exemple, où tu parlais de tâches un petit peu courtes et répétitives, oui. C'est déjà quelque chose qui arrive. Ben oui, non, je ne vais pas vous cacher, moi je connais déjà plusieurs boîtes qui utilisent ChatGPT pour produire les communiqués de presse. Le communiqué de presse, c'est l'exemple type. Avant, avec les journalistes, on se marrait. Je sais qu'à une époque, on voulait faire un générateur de communiqués de presse sur le web parce que c'est toujours le même modèle. La société
je sais pas, Pignon annonce tel nouveau produit, le directeur du marketing se félicite. Voilà, quelques-unes des choses que ça change, et puis après une petite fiche brève de la boîte. Franchement, ça peut être écrit par intelligence artificielle. Maintenant, un communiqué de presse qui serait très créatif, qui prendrait les gens à grue de paupières. Moi, je sais qu'une fois, on avait fait un communiqué de presse. N'allez pas voir cette application, c'est trop bien, etc. C'est parce qu'il fallait bien prendre les journalistes un peu à rebrousse-poil pour qu'ils aillent voir. Donc, on leur a dit surtout, n'allez pas voir. Donc, des communiqués de presse un peu créatifs, bon là, il y aura encore de la place. En fait, tout ce qui est du domaine humain, créatif, il y aura toujours du job. Les métiers un peu répétitifs, je suis un peu inquiet, franchement inquiet. Mais pour autant, ChatGPT, ça ne va pas être complètement un miracle. C'est aussi pour ça qu'on est là, parce qu'il faut quand même savoir bien s'en servir. Tout à fait. Au final. Moi, en fait, ce que j'ai découvert et ce que je vous montre dans le livre, c'est que ChatGPT, ça peut devenir une aide, mais à un point, mais franchement, qu'on peine à imaginer. Que ce soit, vous allez être un jour dans un pays complètement bloqué avec la douane, ben, à un moment, vous allez poser la question à ChatGPT, il va vous trouver des solutions. Moi, je vais me poser la question. J'ai un copain, il est dans une situation complètement dingue. Il est peintre, il a tout lâché pour venir s'installer à la campagne. Sa copine l'a quitté. Ben, je me suis dit, tiens, on va lui poser la question. Il nous a donné des suggestions assez marrantes, quoi, de comment il peut essayer de percer dans la cambrousse où personne n'est intéressé parce qu'en même temps, il doit payer une maison qu'il a achetée. Et il nous a donné des... Donc, le truc, c'est qu'on n'imagine pas à quel point il peut vous aider. L'idée, c'est de considérer que vous avez des milliers d'experts à votre disposition. Vous avez un expert en guide touristique, comme vous iriez voir l'Office du tourisme un jour, mais l'Office du tourisme est peut-être fermé ce dimanche. Vous avez un chef cuisine, vous avez un responsable du marketing, vous avez un expert en développement Python. Moi, c'est ce que j'ai vu parce que moi, Tetris en Python, il m'a tiré d'affaire. Vous avez un expert en SEO. Moi, je lui ai demandé, par exemple, j'ai écrit une biographie de Modena à un moment. Bon, on y viendra. Il m'a trouvé un titre et une description bien meilleure que ce que j'avais fait moi-même. Voilà. Mais pour réussir, en revanche, c'est pas en écrivant une seule question qu'on y arrive du premier coup quand même. Non. Ce que le livre essaye de vous montrer, c'est que c'est la qualité de vos prompts, c'est la qualité de la façon dont vous vous adressez de vos requêtes à ChatGPT qui va tout changer. Si vous savez faire des prompts de qualité, bon, ça prend... c'est pour ça qu'il faut un livre, je veux dire, c'est une petite formation. Il faut que vous appreniez à bien définir sa mission, et si vous définissez bien sa mission, il va vraiment bien l'accomplir. Alors je précise, on a déjà beaucoup de questions. Je reprécise pour ceux qui sont arrivés un tout petit peu après le début, on prendra vos questions à la fin de la présentation. Ne vous inquiétez pas, et si on n'a pas le temps de toutes les traiter, parce que je vois qu'il y en a déjà beaucoup, on les traitera par mail, hein, pas de souci. Okay, je te laisse continuer, excuse-moi Daniel. Oui, alors quelques règles générales. Vos règles doivent être vraiment très claires. Vous devez vraiment spécifier ce que vous attendez de lui. Mais prenez comme si vous aviez un expert dans votre bureau et que si vous lui donnez bien ce que vous attendez de lui, ou même un stagiaire, si vous lui définissez mal ce que vous attendez, il va peut-être revenir, vous lui dites, allez, va m'acheter des ramettes. Ah ben non, j'avais demandé tel format, mais tu ne me l'as pas dit. Voilà. Formulez des requêtes longues s'il le faut. Là, vous verrez, on prendra quelques exemples tout à l'heure. On va formuler des requêtes vraiment longues. Définissez bien sa mission. Prenez bien le temps de relire votre requête avant de l'envoyer. Encouragez à développer certains aspects de sa réponse. Hein, donc, votre expert, il va peut-être vous poser des questions. Il va dire, oui, alors, vous m'avez demandé d'aller acheter tel produit, mais définissez bien ce que vous demandez. Évitez des mots à plusieurs sens ou à des expressions ambiguës. Par exemple, si vous lui dites... voilà, je veux que tu me trouves une bonne cuisinière. Ben c'est une femme qui fait la cuisine ou c'est un appareil? Définissez-le bien. N'hésitez pas à lui parler de façon des fois très explicite. Si vous utilisez un jargon particulier, comme c'est le cas en informatique ou dans le référencement, définissez bien ce que vous entendez par le mot que vous utilisez. Voilà. Je vous donne un exemple. Voici une requête qui va produire un résultat très vague. Raconte-moi l'histoire d'Internet, il va vous produire quelque chose qui n'aura peu de valeur. Maintenant, si je dis,
pourrais-tu me produire une brève histoire d'Internet en faisant ressortir 7 dates clés, en citant les personnes qui ont été les plus influentes pour le faire émerger? Quels ont été les obstacles initiaux à son adoption par le grand public? Là, je commence à lui donner une mission qui est précise. Et là, il va me fournir quelque chose qui va être beaucoup plus intéressant. En réalité, la requête, elle devrait peut-être être 2 ou 3 fois plus longue. Mais là, on est dans un webinaire, donc c'est pour vous donner un peu l'esprit de la chose. Et tu m'avais parlé également qu'il y a possibilité donc de confier des missions à ChatGPT. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette notion de mission? Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert qui est génial. C'est que vous pouvez lui confier une mission, par exemple, qui va être valable pendant 10 minutes. Je donne un exemple. Je dis à ChatGPT, je vais te confier une tâche. Chaque fois que je vais taper un mot, par exemple confiance, amour, je sais pas, tu vas me donner 3 antonymes, donc 3 mots qui sont l'inverse de ce mot. Et si je tape plus, tu m'en donnes 10. Donc là, voilà, il a sa mission. Maintenant, je peux lui taper confiance. Il me donne 3 antonymes. Je lui tape plus. Au début, des fois, il va se tromper. Quand je vais taper plus, il m'a dit moi. Non, je lui ai dit, regarde bien la mission que je t'ai confiée. Quand je tape plus, tu me donnes 3 autres antonymes. Donc parfois, il faut le reprendre. Vous lui confiez bien sa mission et puis pendant 10 minutes, vous avez votre expert qui va vous répondre. Vous pouvez lui demander d'adopter une personnalité précise. J'ai trouvé que ça c'était bien. Par exemple, voilà, je donne un exemple. Vous voulez un article sur le fait que la France elle a un déficit extérieur qui reste négatif. Je lui demande, c'est un exemple, vous pourriez en avoir 1000 autres. Rédige-moi un billet qui explique pourquoi la France présente un déficit de son commerce extérieur, mais je veux que tu adoptes un ton d'un économiste qui a 20 ans d'expérience sur le sujet et qui a l'impression de prêcher dans le désert depuis tout ce temps. Donc il est un peu désabusé. Toutefois, ce gars-là ne baisse pas les bras. Vous voyez, vous lui définissez la personnalité, ce que vous attendez. Comme s'il jouait un rôle quelque part. Exactement. Mais ça veut dire que du coup, on va pouvoir lui faire dire un peu ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est par exemple… Ou tout du moins l'orienter. Oui, si on veut faire un billet de blog, je ne pense pas que ChatGPT pourra écrire un billet de blog pour vous, mais il pourra vous guider. L'idée, c'est de s'en avoir un peu comme d'un expert, comme de quelqu'un qui va vous challenger. Et donc, si vous donnez une personnalité, vous avez quelque chose qui a de la personnalité, une personnalité, quoi. Vous pourrez peut-être avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant que si vous demandez juste d'écrire un billet, de vous inspirer pour un billet. C'est un peu quelque part comme Midjourney. Alors nous évidemment dans le groupe Text to Image, on teste évidemment beaucoup tous ces outils et Midjourney, on voit bien que si on lui dit d'adopter un style photographique ou un type de pellicule, un type d'appareil, c'est comme ça qu'on arrive à générer des choses un peu plus à plus forte plus-value, quoi. Complètement, c'est exactement le cas, tout à fait. Ok. Et à chaque fois, il faut c'est un travail qui nécessite plusieurs allers-retours avec lui ou Oui. Ouais, okay. On peut aussi lui indiquer des exemples de ce qu'on attend. On peut très bien lui dire, voilà le style de choses, je vais te donner un challenge, mais voici le style d'exemple que j'attends. Ça peut être très intéressant. Exemple de requête, je voudrais que tu me dises quelle a été la chanson marquante pour une année donnée. Je tape une année et tu réponds avec l'année en question. Mais je lui donne un exemple. Voici un exemple, je tape 1999. Tu vas me répondre Jenny in a Bottle de Christina Aguilera. Je tape 1979 et tu vas me dire My Sharona par The Knack. Prêt à jouer le jeu? Maintenant, je vais lui taper des années. Je vais lui dire 1965, il va me dire My Satisfaction des Rolling Stones. Je vais lui dire 1999, ou peut-être 2000, je crois que c'était Britney Spears. Toxic, là, peut-être. Pardon? One More Time ou Toxic? One More Time, je pense. On connaît ces classiques quand même. C'était 2007. Voilà. Ok, donc ça peut être un exemple de rôle qu'on lui donne à donner. Voilà. Alors, dans le livre, sans spoiler nos lecteurs, tu montres également qu'il y a des choses qui peuvent être un peu inattendues. Totalement. Des possibilités un peu insoupçonnées. Hein, c'est vrai on en est au début. Est-ce que tu peux nous faire quelques petites démos en basculant sur ChatGPT? Voilà, toute l'idée, elle est là. C'est que franchement, s'il y a un message que je peux vous faire passer, c'est que ChatGPT peut vous aider professionnellement comme personnellement. Lorsque j'ai fait le livre, j'ai demandé, par exemple, à un moment, à des vrais entrepreneurs de me donner des problématiques qu'ils avaient. Regardez celle-là. Je souhaiterais démarrer.
je vais quand même vous dire que j'ai raccourci les prompts pour le webinaire. En général, ils vont être beaucoup plus longs, vous verrez dans le livre. Donc, je vais démarrer une activité de vente de machines à café. Imaginez, vous connaissez rien à une activité. Il s'agit d'un café de très haute qualité avec un système respectueux de l'environnement. Qu'est-ce que je dois faire? Vous êtes un jeune entrepreneur? Eh bien, voyons voir ce que nous dit ChatGPT. Alors, démarrer une activité demande une série de mesures préparatoires. Premièrement, réaliser une étude de marché. Je ne sais pas si vous auriez su ça. Comparer. On aurait pu la trouver, celle-là, peut-être. Bon, d'accord, peut-être. Créer un plan d'affaires basé sur votre étude de marché parce que vous allez créer un plan pour que vous puissiez trouver des investisseurs, quoi. Trouver des fournisseurs, bon ça peut-être vous l'avez déjà. Définir un système de logistique, comment est-ce que vous allez livrer votre café. Créer une marque et une présence en ligne. On va voir plus loin qu'on peut créer des noms de marques avec ChatGPT. Construire une équipe. Assurer la conformité réglementaire. Selon le pays où vous opérez, il y a peut-être des choses que vous pourrez vendre ou pas en matière de machine à café. Le financement, donc démarrer une entreprise. Le lancement. Et pourtant, je peux vous assurer que c'est un exemple simple. Franchement, c'est un exemple simple, pas du tout compliqué. Ensuite, évaluer et ajuster une fois que votre entreprise est en marche. Il est important donc ça. C'est franchement un exemple lambda. Dans le livre, on va rentrer beaucoup plus dans le vif du sujet. Je vais vous prendre un autre exemple qui peut être marrant. Vous avez un client acariâtre et puis vous allez devoir annoncer à ce client que vous allez avoir un retard. Donc, comment lui écrire un email sympathique? Voilà. Cher client, alors là, donc je vais lui dire, c'est un peu comment ça se passe dans le livre. Je vais lui dire, écoute, ça n'est pas suffisant. C'est un client vraiment acariâtre. Il va comprendre acariâtre. Vraiment, comment tu dirais, récalcitrant, je sais pas. Non, acariâtre, je trouve ça un très joli mot, moi. J'aime bien les vieux mots. D'accord. Un client vraiment acariâtre, il risque d'annuler le contrat si nous ne le prenons pas dans le sens du poil. Là, bon, du coup, je le tape sous vos yeux. Le contrat, c'est un peu l'idée, c'est que vous pouvez dialoguer avec lui. Si nous ne caressons pas dans le sens du poil. Donc c'est bien, on peut quand même utiliser des expressions assez orales. C'est ça. Il me faut un email qui le rassure, qui le félicite d'être un bon client. Là, je lui dis un petit peu aussi, on est des humains, d'être un bon client, qui explique que sa commande est en cours, Ah, tu veux un sacré email. Hein. Qui l'amène à se calmer, quoi. Parce que j'ai vraiment peur que ce gars-là, il annule sa commande, quoi. Il nous a plusieurs fois menacés. Voilà. Donc je lui envoie ça. On va voir ce qu'il nous donne maintenant. J'espère que vous allez bien. Je tiens à vous expliquer toute ma gratitude pour votre partenariat précieux. C'est déjà mieux. Je souhaitais vous informer des mises à jour. Là, il va trop vite. Alors, je souhaitais, il faut que je puisse remonter en arrière. Tiens. Ah voilà. Nous avons rencontré quelques défis inattendus. C'est pas mal, ça. Dans le processus de fabrication, nous avons immédiatement mobilisé notre équipe technique. Je comprends parfaitement que ce retard peut avoir des répercussions sur votre calendrier. Je tiens à vous souligner encore une fois à quel point nous apprécions votre... Là, je trouve qu'il a fait un email qui est vraiment pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Si vous voulez, vous pouvez intervenir. Ça fait gagner du temps, oui, très clairement. Hein. C'est ça. Donc là, je trouve que c'est mieux. Je pense que ce gars acariâtre, vraiment, on l'a caressé dans le sens du poil. Il y a des chances qu'il reste avec nous. Voilà, j'ai pris quelques autres exemples. J'en ai enlevé quelques-uns. Alors là, j'aime bien cette chose-là. Vous savez, est-ce qu'il y a des fois des sujets que vous ne comprenez pas? Moi, ça m'arrive. Et, beaucoup, oui. Oui, c'est ça. Beaucoup de choses. Il y a un prompt que j'aime beaucoup, que je vous donne au passage. Vous en aurez d'autres dans le livre qui sont assez marrants. Pourrais-tu expliquer ce que c'est que la relativité générale à un enfant de 5 ans? Vous allez voir qu'il est vraiment très fort. Sais-tu que nous vivons sur une grande planète appelée la Terre et que lorsque nous jetons un ballon en l'air... Bon là, il va trop vite à nouveau pour moi. Alors, lorsque nous jetons un ballon en l'air, il finit par retomber par terre. C'est à cause de la force que nous appelons la gravité. La relativité générale, il t'est préparé. Enfin voilà, imagine que tu as une grande feuille de papier plate. Si tu mets une balle lourde au milieu, elle va créer une sorte de bosse sur la feuille, etc. Donc là, il est en train de nous expliquer effectivement ce que c'est que la relativité générale.
Ce qui fait que quand on met la courbure de l'espace-temps, c'est ce que Einstein lui explique, comme je l'expliquerai à ma fille quand elle avait 5 ans. C'était il y a 20 ans. Donc ta fille est très forte en relativité générale, du coup. À l'époque, il n'y avait pas de ChatGPT. Ah mince. Alors maintenant, je vais vous montrer un autre exemple que moi j'aime beaucoup. C'est que vous inversez les rôles. Imaginez, je suis à la recherche d'un emploi en tant que concepteur de site web. Maintenant, je vais demander à ChatGPT. J'ai peut-être un rendez-vous demain pour un emploi. Eh bien, je vais demander à ChatGPT de me challenger. Donc, ChatGPT va être un recruteur, un responsable d'embauche. Je veux qu'il me pose des questions qui lui permettent d'évaluer mes compétences, ma sociabilité et de me dire au final s'il a envie de m'embaucher. Donc, ça, c'est assez marrant comme système. C'est que je demande à ChatGPT de jouer le rôle. Ça, je l'ai fait des dizaines de fois. C'est très marrant. Encore hier, dans le train, je pourrais vous raconter. Je lui disais, est-ce que tu pourrais jouer le rôle? Imaginons que j'ai une maison à vendre et que tu es le client, tu vas me poser toutes sortes de questions désagréables et puis je dois essayer de les défaire une à une. Et après, je lui ai demandé l'inverse. Je lui ai dit, je vais jouer mon rôle. Maintenant, tu veux me vendre un produit, je vais jouer le rôle du client récalcitrant et tu dois essayer de vaincre une à une. Ça peut permettre de tester dans un cadre professionnel, par exemple, les attentes des clients, exactement. Les retours. C'est-à-dire que donc là, je lui demande de jouer le rôle de responsable d'embauche. Il me dit bien sûr, voilà, parlez-moi de votre expérience en tant que concepteur de site web. Normalement, donc premièrement, je vais lui dire, voilà, ben voilà, j'ai créé une dizaine de sites web. J'ai créé une dizaine de sites web. J'aurais dû lui dire de me poser des questions une à une. Là, j'ai un peu raccourci les prompts. Une dizaine de sites web. En général, tiens, on aurait dû mettre il faudrait un truc. Je les crée en WordPress, mais quand il est essentiel d'être bien classé sur Google, donc plutôt une requête aussi SEO aussi. C'est ça. J'ai recours à l'HTML et au CSS. Oui. Mon propre site est toujours en HTML pour des temps de réponse. Là, je réponds au recruteur en HTML. J'ai des temps de réponse qui répondent vraiment bien à ce que veut Google maintenant, c'est-à-dire moins de 3 secondes. Des temps de réponse très rapides, enfin comme les attend Google. Tu écris vraiment oui, absolument. comme tu m'écrirais à moi. Comme je parlerais au recruteur. Comme les attend Parce que Daniel Google. m'envoie beaucoup de mails et il écrit comme ça. D'accord. Ah, j'écris mal, c'est ça? D'accord. Les attend Google. Non, c'était l'inverse que je voulais dire. Ah, oui, d'accord. Et du coup, oui, j'avais pas fini ma phrase. Du coup, voilà. Donc il dit, c'est impressionnant que vous avez fait créer. D'accord, il est bon de savoir. Et du coup, grâce à l'HTML, j'ai classé des dizaines de pages en haut de Google. Prenez un exemple, je peux dire au recruteur, en haut de Google, par exemple, j'ai une biographie de Madonna, là je vais résumer. Si vous tapez chanson de Madonna, vous allez voir, j'arrive 3e par exemple. Tapez chanson de Madonna, ce qui est quand même assez concurrentiel, on ne peut pas dire. Et j'arrive numéro 3. J'arrive numéro 2 ou numéro 3. Numéro 3. Voilà. C'est formidable d'entendre que vous avez réussi. Alors ensuite, il me dit, quelle stratégie... Alors, je lui dis... Il te demande quelle stratégie SEO... J'utilise les web essentiels, les web signaux essentiels de Google et je m'efforce que toutes mes pages... Bon, après, je vais peut-être passer à autre chose. Que toutes mes pages... Enfin, mes principales pages, pas toutes mes pages, que mes pages... Bon, là, on va lui dire toutes mes pages, soient bien notées par Google. Et en général, dans les mois qui... Enfin, bon, là, je vais... Donc là, je suis en train de répondre au recruteur, voilà. Alors, une approche solide. Un petit truc. Voilà, hop. Vitesse de chargement, tout ça. Voilà. Et donc, voilà. Là-dessus, je vais dire en régie que les textes soient un peu plus lisibles. Ok. Ah oui, j'aurais dû mettre un peu de zoom là-dessus. Ok, je vais passer à autre chose, hein, si vous le voulez bien. Donc là, c'est ça. Je lui demande de jouer le rôle de recruteur et à la fin, je lui demanderai s'il voulait m'embaucher. Donc voilà. Je n'ai pas pris toutes les questions parce que ça faisait un peu beaucoup. Voilà,
Tout ça, c'est des choses que j'ai vraiment vues avec des vrais créateurs d'entreprise. Ouais. Donc là, je suis en train de créer une start-up. D'accord. Ça ressemble un peu à celle qu'on a fait. Donc je suis en relation, c'est un copain que j'ai, c'est assez marrant. Il n'arrête pas de lancer des inventions. Il est en relation avec des inventeurs, c'est assez rigolo, donc il sort des trucs. Ça peut être la boucle d'oreille MP3, enfin, c'est des trucs très marrants. Et alors, il voudrait un nom. Tout ça, on l'a fait de vrai. Je vais même raconter une anecdote après. Donc, on voudrait un nom qui reflète que c'est du jamais vu, c'est hyper pratique. On se demande comment on a pu vivre ça. Le nom doit être fun immédiatement. Donc là, vous demandez à ChatGPT de vous créer. Alors là, il nous a créé des noms. Je vais lui dire, c'est pas terrible, je voudrais des noms qui sonnent français. Tout ça, c'est un peu ce qu'on a vu. Et après, je vais vous raconter une histoire. Qui sonne français, pas français. Alors, et là-dessus, qu'est-ce qu'il me dit? Génie Express, Inventiva, Vive Génie, ça commence à être pas mal. Ça commence à être pas mal. As-tu d'autres idées? Après, il trouve des choses aussi qui sont dites difficiles Futur Fun, Innomagie, je trouve que c'est rigolo. Et pas... Enfin là, vous voyez, c'est un petit peu comme si vous étiez en train de faire du brain trust dans votre boîte avec votre responsable du marketing, responsable de publicité. Les gens, voilà, on pourrait à la limite être à plusieurs et on poserait la question. Les gens vont dire, tiens... moi, je préfère celui-ci. Oui, je trouve que Future Fun est pas mal. Là, un petit peu, on a parlé entre nous. Je trouve que Future Fun est pas mal. Pourrais-tu trouver des variations? Vous voyez le truc un peu? Et je vais vous raconter une histoire là-dessus, ce qui est dingue, quoi. Des variations. Parce que ça, là c'est pas le cas aujourd'hui. Oui, absolument. Là, pour l'instant, je trouve que c'est pas génial. Je demanderai normalement de... Mais je vais vous raconter une histoire qui est assez incroyable parce que j'ai fait ça avec un entrepreneur, parce que pour écrire le livre, j'ai appelé des tas d'entrepreneurs. J'avais un copain qui devait lancer un produit. ChatGPT nous a proposé un nom de marque, le premier. On est restés tous les deux pantois. Et le gars m'a dit, écoute, tu peux me laisser quelques jours pour le déposer, parce que bon, du coup, je l'ai mis dans le bouquin, vous le verrez. Mais il nous a proposé un nom de produit où on a l'impression que dès le départ, comment dire, c'est quelque chose qui est très... Il y a de la grandeur. Je peux vous donner le nom du produit, c'est collagène de la mer. Eh bien, je ne sais pas, collagène de la mer, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a la mer, on se dit la mer, c'est quelque chose qui a un symbole de... On ne va pas dire que c'est un symbole de pérennité, de grandeur, d'énormément de connaissances, ce qu'il y a dans la mer. Et on se dit collagène de la mer, mais on était verts tous les deux. Le gars a déposé le nom et son produit, parce qu'il lance un nouveau produit, on a l'impression que ça existe depuis 50 ans, je ne sais pas si vous donne ces idées, et c'est quand même ChatGPT qui nous a donné ce nom-là. Et on était verts tous les deux parce qu'il nous a tout de suite sorti un nom de marque qui aurait peut-être pris, je ne sais pas, 20 semaines. Moi, je connais beaucoup de boîtes qui ont fait appel pour créer un nom de marque, ça leur a coûté 12 000 € comme un rien. On m'a dit que c'était même pas cher. Donc ça va remplacer des agences de publicité également. Je ne dis pas parce qu'il y a les propositions et après il y a nous les humains. C'est-à-dire que c'est nous qui avons dit collagène de la mer, on se dit que c'est... Mais c'est ça qui est marrant, je me dis, si le gars après fait un beau packaging, apparemment le collagène, je sais pas, on y croit, on n'y croit pas, que ça donnerait, ça rajeunirait. On pourra toujours essayer. Oui. Mais moi, quand je vois collagène de la mer, je me dis, j'ai l'impression que c'est un produit qui est là depuis 20 ans et qu'il y a toute une science, c'est-à-dire qu'un mot peut générer comme ça énormément de... Et donc, c'est ChatGPT qui nous a trouvé ça. Je vous assure qu'on a été bluffés l'un comme l'autre. Est-ce qu'on a d'autres exemples ou oui, je vais en faire quelques-uns. Est-ce que tu veux qu'on... Je ne sais pas, ça c'est quelque chose qui m'est arrivé personnellement. C'était pas à New York, c'était dans une autre ville, mais bon, je vous donne le truc. Vous êtes étudiant et vous vous retrouvez, vous n'avez plus beaucoup d'argent. Et là, par exemple, je suis en fin de séjour à New York, il me reste 40 $ pour passer une journée avant le départ le soir. Dire vous êtes raide, quoi. Et est-ce que tu peux conseiller un restaurant avec de la bonne cuisine pour le midi et une activité pour l'après-midi, le tout entrant dans mon budget. Vous voyez, dans le livre, vous allez voir des tas d'exemples comme ça, de situations. Et
ChatGPT va me dire, ben voilà. Qu'est-ce qu'on va faire à New York? Alors, il va me donner le Tacos et le Bronco, c'est un excellent endroit. Il me donne des endroits. Il me dit d'aller à Central Park, d'aller à Staten Island. Il me donne plein de choses. Voilà. Ça, c'est le genre de situation que je trouve génial avec. C'est que, pareil, vous êtes avec vos enfants dans une ville. Trouve-moi des activités pour les enfants. Ils ont 4 ans, je sais pas. Et voilà. Alors, on passera aux questions des internautes à la fin, mais j'en prends une tout de suite de Sylvain. Ah bah d'accord, bon, on arrête peut-être là. De toute façon, j'en avais juste une. On a fait assez là. C'est juste une petite question. Voilà. Embêter, Daniel, okay. Ça m'a fait marrer. Il y a un des internautes qui nous demande si le titre de ce livre a été fait par ChatGPT. Non, alors là, c'est très intéressant. Je peux vous dire que quand on a cherché le nom du livre, moi d'habitude, quand je cherche le nom d'un livre, je ponds une vingtaine de titres. Donc j'en ai envoyé une vingtaine. Mais j'ai demandé à ChatGPT, franchement, il ne nous a rien sorti qui soit très brillant. Il faut plus le prendre comme si on était plusieurs collègues et on balance des noms. Je sais qu'à un moment, j'ai écrit, par exemple, la biographie du groupe Téléphone. Il leur a fallu 2 jours pour trouver le nom Téléphone. Ils se balançaient toutes sortes de noms. Et c'est un peu ça qu'on pourrait demander à ChatGPT. Et là, pour le nom qui est-tu de ChatGPT, c'est la directrice de collection qui l'a trouvé. Je lui ai dit vraiment chapeau. Et ChatGPT. Un chapeau à Corinne. Chapeau à Corinne. ChatGPT n'avait pas été en mesure. Donc ça ne veut pas dire. Prenez beaucoup plus ChatGPT comme un challenger, comme quelqu'un qui va vous défier, mais il n'a pas été en mesure de nous trouver un titre. En revanche, moi je voulais faire cet exemple si vous avez le temps. Si on a Allez, le temps, un dernier exemple. Le dernier. Moi j'ai une page sur Madonna parce qu'il se trouve que j'ai écrit une biographie pour Madonna. Ce qui est bien quand on écrit une biographie de Madonna, c'est que d'un seul coup, c'est un frisson, je peux vous dire, pour un auteur. On va à la librairie du quartier, votre livre est en vitrine, je ne peux pas vous dire, c'est un vrai frisson, quoi. Autant vous dire que dès le 7 juin, Daniel fréquentera toutes les librairies de Paris pour aller admirer son livre. J'ai pas souvent eu ça, mais quand votre livre se retrouve dans la vitrine de la librairie de quartier, j'avais rien fait pour ça. Ça, c'était pour Madonna, c'était quand même que bon. On a d'autres passions. Pour les experts SEO, que ce soit Madonna ou quelqu'un d'autre. Il m'a donné un titre et il m'a donné... Franchement, j'ai pris le titre et la description qu'il m'a donné. Il a été beaucoup plus inventif que ce que j'avais fait. Madonna, la reine de la pop. Là, je ne sais pas, moi, si je vais sur ma page, je ne sais pas si on a le temps, non, peut-être pas. Si vous allez sur ma page Madonna, vous verrez, j'ai pris le titre et la description, un des titres et les descriptions qu'il m'avait donné. Et franchement, il avait été bien plus... Peut-être là, voyons les descriptions. Découvrir l'univers fascinant de Madonna, la légendaire reine de la pop, explorer sa discographie, rêver. Ça, c'est pas mal. Franchement, pour tout ce qui est SEO. Ouais, méta-description, même méta-title, mais oui, etc. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les fils d'Ariane, enfin bon, qui donnent la hiérarchie de votre page. Et puis, il y a une chose qui est extraordinaire, il y a une langue qui s'appelle schema.org, je ne sais pas si vous connaissez, que vous pouvez mettre dans vos pages. C'est quelque chose qui ne se voit pas, mais que Google va visiter. Vous pouvez aussi taper des questions-réponses. Moi, j'en fais faire plein à ChatGPT. Vous savez, maintenant, quand vous posez une question, je ne sais pas, quel âge a Madonna, Google, souvent, avant de vous donner des sites web, il va vous donner la réponse à la question qui repointe vers votre site web. Donc, tout ça, vous pouvez faire par ChatGPT. Vous pouvez faire des FAQ, des FAQ, des choses comme ça, et beaucoup de choses qui relèvent du SEO et que ChatGPT va vous faire un peu tout ce qui est fastidieux, il faut lui confier. Voilà, on va basculer en mode PowerPoint. Ouais, c'est ce qui nous, d'ailleurs, c'est ce qui nous amène à la conclusion, un peu ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un outil. Prenez-le comme si vous aviez des experts à votre disposition. Vous êtes un créateur de start-up, vous allez faire des brain trust entre vous. C'est comme si vous aviez un expert de plus. Mettez-le. Vous cherchez un nom de produit. Si vous n'avez pas d'idée, demandez à ChatGPT. Si vous voulez optimiser votre campagne, optimisez votre requête. Plus le prompt est bien rédigé, vous verrez, vous en avez une bonne centaine dans le livre, un peu plus même. N'hésitez pas à le reprendre, il est à votre service. Confiez-lui des missions comme je vous ai montré là. Voilà. Très bien, on va pouvoir passer aux questions. Alors vous avez été très très nombreux à nous poser des questions. Je pense que Florian a les doigts usés. On ne va pas pouvoir tous les prendre, mais comme je l'ai déjà dit, je crois 2 fois, on vous répondra par la suite. Et puis il ne faut pas hésiter à
à la fois se tourner vers nous et même, pourquoi pas, sur nos pages de réseaux sociaux, nous on relaiera les questions à Daniel s'il le faut. Ouais. Daniel, je vais t'en poser quelques-unes si tu Bien veux sûr. bien. On a Corinne, je ne sais pas si c'est Corinne Hervaux, mais qui nous demande comment faire de ChatGPT, excusez-moi, un allié pour la formation et l'éducation et non un ennemi. Je pense que sous-entendu, il y a eu toutes les polémiques, tu sais, avec, autour des étudiants qui pouvaient faire leurs devoirs avec ChatGPT, oui. etc. Comment on peut faire de ChatGPT un allié pour formation et éducation? Bon, quand vous avez une classe, par exemple, il y a des gens qui arrivent à suivre, il y en a d'autres qui n'arrivent pas trop à suivre. Alors, par exemple, vous pourriez demander à ChatGPT d'adapter une formation à quelqu'un qui est un peu moins avancé que d'autres. Et inversement, s'il y a un surdoué dans la salle, vous pourriez lui demander une formation un peu plus poussée et puis à la limite, vous pouvez programmer ChatGPT, il y a l'API, vous pouvez programmer des choses avec. Ça, c'est très intéressant. Je pense qu'effectivement, on n'a pas envie que des gens utilisent ChatGPT. Si j'étais commanditaire d'un papier, je serais dégoûté d'avoir à payer quelqu'un qui a écrit ça avec ChatGPT. Je trouve ça même méprisable, je ne vous cache pas, d'avoir à payer quelqu'un qui aurait fait sa copie avec ChatGPT. Et pareil pour un étudiant, excusez-moi, un étudiant il est là pour apprendre. Et donc, dans le livre, on vous donne des outils pour arriver à repérer comment un contenu a été fait par ChatGPT. Déjà. Tout à fait. Okay. Voilà. Alors j'ai une autre question de Arnaud qui nous dit, à force de déléguer des tâches, ne risque pas de tomber dans la fainéantise et de ne plus se challenger? Au contraire, Arnaud, moi j'utilise ChatGPT pour me challenger. Au contraire, c'est-à-dire que demain, je ne sais pas, est-ce que ce serait possible de savoir la profession que vous avez, Arnaud? Alors, je ne sais pas, on verra si Florian peut nous la donner. Imaginons que, prenons le cas que je donnais, demain vous avez un rendez-vous d'embauche en tant que programmeur par exemple. Et demandez à ChatGPT de vous challenger, demandez de lui poser les questions les pires. Parce que vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit, je veux te vendre un produit, tu vas me poser les questions les plus vicieuses possibles pour m'expliquer pourquoi. Et moi, je dois te trouver comment à la fin te donner envie d'acheter mon produit. Ça, c'est un bon exemple. J'étais dans le train, c'était juste pour passer le temps. On a Karim qui nous pose une question un peu plus, je dirais, sociétale ou philosophique, qui nous dit c'est l'utilisation potentielle des données que récupère OpenAI qui l'inquiète. Et il nous demande, est-il réellement sûr de saisir des données sensibles, par exemple si on fait une requête avec le nom d'un client, le nom d'une entreprise, etc. Karim, je ne peux pas vraiment vous rassurer là-dessus. On est à l'aube d'une révolution. Il va falloir voter des lois. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est... Moi, je suis en faveur d'une loi qu'il va falloir voter le plus vite possible, peut-être du Parlement européen, la faire retomber en France, c'est que tout emploi perdu à cause d'une intelligence artificielle, la boîte qui crée cette intelligence artificielle doit payer la formation du gars pour qu'il ait un autre job. Donc, je ne dis pas l'IA, très souvent, la technologie, c'est pareil quand Google est arrivé. La législation, elle court à perdre haleine pour essayer de rattraper la technologie. On a toujours un train de retard. Donc, l'IA, c'est franchement quelque chose d'inquiétant. Tu en parles, dans oui, le tout à fait, livre, on en parle. Sur les limites, les conséquences et également. Il faut très très vite que les législateurs en prennent conscience et il faut très vite voter des lois pour protéger les gens. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, il y a Karim qui nous demande, alors je ne sais pas si tu as, la question est très pointue, si tu as la réponse. Quelle formation serait la meilleure pour travailler dans l'univers de l'IA? De toute façon, les outils sortent, c'est un petit peu comme si vers 2002, on m'avait dit quelle formation serait la meilleure pour se former au référencement sur Google. Google était un outil tout nouveau, donc il fallait apprendre comment fonctionnait Google. Au début, je ne vais pas dire, on a été nombreux à essayer de duper Google, il nous a pénalisés. Donc, on est un petit peu comme si on était au Far West. Je veux dire, on découvre un domaine inexploré. Pour se former, il faut prendre les outils un à un, il faut les tester, il faut les triturer dans tous les sens. Et comme on est dans un nouveau domaine, c'est pour ça qu'on sort des livres comme celui-là, on découvre la technologie sous nos yeux, on découvre ce qu'on peut en faire. On peut en faire des choses incroyables. Je peux vous dire que
ChatGPT peut avoir un effet sur votre carrière qui va vous surprendre, ou même à la maison, quoi, pour résoudre des problèmes très étonnants, quoi. Et donc, la formation, il faut se la faire sur le tas, comme on l'a fait avec Google dans les années 2000. Et on en reparlera un peu plus tard, mais Daniel a été modeste, mais nous allons déjà proposer une formation oui, c'est vrai. AnyService, qui est une des 3 entités que j'ai présentées en début de ce webinaire. Sachez que dans le groupe Eni, on est déjà en train de mettre en place des formations. Donc la première, c'est d'ailleurs toi, Daniel, qui la dispensera. Donc les spécialistes comme nous vont très vite pouvoir vous abreuver en contenu pour pouvoir monter en compétence sur le sujet. J'ai une autre question de Karim que je trouve très intéressante, qui est sur le risque de dépendance, et il illustre bien son propos. Si une entreprise remplace certains de ses services par ChatGPT et que OpenAI décide soit de mettre fin à son service, soit d'en changer les règles d'utilisation, comme on peut le voir, alors je ne citerai personne, mais il y a vous qui êtes dans l'informatique, Google, vous savez, Google par exemple, ou dans le cloud, il y a des acteurs très massifs. Oui. Et la question de la dépendance, elle est légitime pour tous ceux qui bossent dans la technologie. Alors, est-ce que ce risque existe aussi avec OpenAI selon toi? Le risque existe. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. On est au début d'une révolution, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais il n'est aucunement dans l'intérêt d'OpenAI d'avoir un moins bon service. Moi, ça me fait marrer là, quand Elon Musk et les autres, là, ils veulent faire des moratoires. Je veux dire, c'est une lettre morte. Je veux dire, si l'Amérique s'arrête de faire du développement en intelligence artificielle, c'est la Chine qui prendra les devants, quoi, je veux dire. C'est Baidu ou d'autres. Donc, malheureusement, on est parti dans une course en avant. Je suis franchement autant inquiet que vous. Je n'ai pas toutes les réponses là-dessus. Les réponses, on va un petit peu les développer au jour le jour. C'est pour ça que je suis journaliste. Mais je ne vais pas vous dire que je ne suis pas inquiet par l'intelligence artificielle. Je le suis. Si j'avais 18 ans aujourd'hui, je me dis quel genre de métier vers lequel il faut s'orienter. Je pense que tous les métiers créatifs, je veux dire un bon journaliste, un bon programmeur créatif, un bon marketeur, tous les métiers créatifs, l'intelligence artificielle ne pourra pas vous remplacer. Tous les métiers, malheureusement, un peu répétitifs, malheureusement, il va peut-être falloir vous orienter vers d'autres choses. C'est pour ça que je pense qu'il faut que les formations soient financées. Moi, je vois très bien, ça peut être assez marrant, le retour à une société où il y aura beaucoup d'artisanat, beaucoup de gens qui vont faire des objets, par exemple, parce que ça, une intelligence artificielle n'aura pas la créativité d'un humain. Donc, tout ce qui est notre ressort, je veux dire créer une bonne chanson, bon, je sais bien que maintenant l'intelligence artificielle commence à s'immiscer dans le domaine de la musique, mais bon, le jour où ils pourront nous créer je ne sais pas s'il y a des artistes que vous aimez bien, moi j'aime beaucoup la chanteuse Diana Krall, je ne vois pas comment est-ce qu'ils pourraient me remplacer la présence d'une vraie chanteuse, ses solos de piano et c'est la façon de chanter, ou par exemple si vous aimez bien un groupe de musique, The Police, enfin bon, je trahis. Mais des petits goûts musicaux. Oui, d'accord. Ou les Beatles même, enfin je sais pas. Je veux dire, moi je sais que ma fille, quand elle avait 4 ans, elle a commencé à découvrir les Beatles, elle écoute ça tout le temps, et à chaque génération, je vois que les gens découvrent ou de la bonne musique, ou Schubert, etc. C'est irremplaçable, un bon compositeur, un bon cinéaste, je veux dire, c'est pas... Je ne sais pas si vous avez vu le film Hollywood de Tarantino, l'intelligence artificielle ne pourra jamais... Donc tous les métiers créatifs, allez-y. Et puis, alors nous, on voit ça également dans le groupe avec certaines de nos entreprises partenaires. Il y a la crainte d'une perte de certains emplois, c'est vrai, mais il y a aussi l'apparition de... chez IBM, par exemple, ils ont ce qu'on appelle maintenant des prompt specialists. Ah oui, oui. C'est des gens dont le métier est de savoir... C'est des gens qui ont déjà lu ton livre, ok. je pense, dans le métier de savoir faire des prompts. Et on en parlait aussi en aparté, puisque tu as fait quelques allusions à Python, puisque c'est un langage que tu manies un peu. Oui. ChatGPT peut être un outil de debug, peut être un outil de code, mais il faut repasser derrière de toute façon. Tout à fait. Donc voilà. J'ai une autre question de Dorothée qui nous demande qu'en est-il des demandes formulées par des personnes malveillantes ou des idées criminelles, la fraude, etc. Est-ce qu'il y a un contrôle? Alors, OpenAI est extrêmement politique, comme on dit, politiquement correct. Si vous lui demandez la formule pour faire exploser
la boîte où il ne voudra pas vous répondre. Maintenant, il est possible de le contourner. Vous pourriez dire, j'écris un scénario, le héros est un spécialiste des bombes, donc il est malheureusement possible de le contourner. Voilà. Mais bon, ça, sur Google, vous pourriez trouver aussi la réponse à beaucoup de questions comme ça. Alors, il y a une question, on va en prendre encore quelques-unes et après, malheureusement, mesdames et messieurs, on va devoir s'arrêter. On a une question que je trouve assez intéressante de Johan qui nous demande est-ce que ChatGPT, je vais y arriver, peut être intégré à un système robotique ou domotique pour faire un compagnon pour les personnes. Alors, il cite les personnes seules en maison de retraite, mais moi, ça me fait penser également aux personnes qui peuvent être handicapées ou qui peuvent souffrir d'un quelconque souci. Est-ce que ChatGPT peut venir en aide à ces personnes-là? Totalement. Alors, intégrer ChatGPT dans les robots, d'ailleurs, ça a déjà été fait, je crois. Il y a quelques jours, j'ai vu passer une news là-dessus. Mais OpenAI donc, met à la disposition des développeurs son interface. Bon, de toute façon, ça ne leur gagne pas. Hein. Et donc, ChatGPT sera peut-être demain intégré à énormément d'appareils comme ça. Alors, je me permets moi-même, puisqu'on en a parlé hier, de répondre à Ghislain qui nous demande si l'IA peut intervenir dans le monde juridique et notamment remplacer un avocat. Tu peux raconter l'histoire qui est sortie dans la presse il y a quelques jours là. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire à New York d'un avocat qui a été tout content. Il a demandé à ChatGPT de lui trouver des jurisprudences et le juge lui a dit c'est bien beau mais vos jurisprudences, elles n'existent pas. Donc, faut se méfier de ChatGPT pour l'instant. Quand il n'a pas la réponse, il lui arrive d'improviser. Il faut dire aussi une chose. ChatGPT est nourri de quoi? Du web. Dans le web, il y a des choses vraies, il y a des choses fausses. Et moi-même, j'étais très flatté. Je ne sais pas si c'était toi qui m'as sorti une fiche en disant j'avais été journaliste pour tout le Télérama, journaliste. Il y a vraiment de très bonnes plumes. J'étais ravi d'apprendre que j'avais bossé pour Télérama parce que quand on est journaliste, c'est vraiment, indépendamment de si on aime ce magazine ou pas, ce sont vraiment des plumes de très haut niveau en tant que style journalistique. Donc moi, d'apprendre que j'avais bossé pour Télérama, mon Dieu, c'est quelque chose qui dans un CV... C'était le Graal un peu. C'était un peu le Graal, voilà. Mais en fait, j'ai jamais bossé pour eux. Donc voilà, donc ChatGPT, d'ailleurs moi c'est assez marrant, il peut faire des fois des choses très étonnantes. En tout cas, merci beaucoup Daniel pour cette présentation. Merci à tous d'avoir assisté à cette présentation. Voilà, on rappelle que votre livre ChatGPT Qui es-tu sort le 7 juin aux éditions ENI et également dans toutes les bonnes librairies. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander sur le site, je l'ai dit tout à l'heure. Pour l'un d'entre vous, eh bien, nous allons faire un tirage au sort et nous communiquerons aux gagnants parmi nos internautes qui recevra un livre dédicacé. J'en profite également pour revenir sur la formation dont on a un tout petit peu parlé tout à l'heure, puisque Eni Service, Centre de formation, vous propose une formation ChatGPT qui sera animée par Daniel qui s'appelle « Comment en faire l'allié de vos performances ». Exactement. Qui se déroulera le 27 juin, si mes souvenirs sont bons. Et évidemment, puisque vous nous avez fait très plaisir en étant très nombreux sur ce webinaire, vous pourrez bénéficier de 20% de remise sur cette formation. C'est quand même une belle opportunité. Vous avez tous les éléments qui sont sur la slide, mais je vous rassure tout de suite, puisqu'on m'a dit qu'il y avait parfois un manque de lisibilité des supports. D'ailleurs, je tiens à m'en excuser. J'espère que ça se sera bien passé pour vous tous. Mais si vous n'avez pas le temps de prendre en note toutes ces informations, vous aurez tout ce qu'il faut dans le mail qui vous parviendra en début de semaine prochaine où vous aurez également le replay de ce webinaire pour vous repasser les meilleurs moments. Donc, pas d'inquiétude. Nous allons conclure ce webinaire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez d'autres questions, vous nous les adressez par mail à webinaire@eni.fr. Nous, on espère que ce webinaire vous a plu. Encore un grand merci à toi, Daniel, pour ta disponibilité. Merci également à tous pour votre présence, votre attention. Évidemment, si vous êtes abonné à nos newsletters et nos réseaux sociaux, mais je suis sûr que vous l'êtes et vous recevrez toutes les informations. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne fin de journée et un bon appétit pour ceux qui sont restés avec nous. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous.